Alors, la conférence prendra un aspect un peu particulier. Vous verrez tout à l'heure avec Peter. Vous aurez l'occasion de travailler un peu. Donc, vous aurez l'occasion d'interagir durant cette soirée et pas seulement écouter notre conférencier. Alors, pour présenter en quelques mots l'association Agapé Guadeloupe, nous sommes une association qui prétend établir un pont, un lien entre l'engagement chrétien et l'engagement citoyen. Nous sommes une association qui est ouverte à tous, sans distinction de religion, de couleur de peau, d'obédience. Nous voulons faire avancer la Guadeloupe. Et donc, depuis quelques années, depuis 2013 que l'association a été fondée, nous avons initié un certain nombre de manifestations, notamment des conférences sur christianisme, esclavage et mémoire. Nous sommes aussi en relation avec l'agriculture, puisque en 2022, nous avons réalisé un projet qui s'appelait Éco-agriculture. Nous avons invité le professeur Godfrey Nzamudjo, qui est celui qui est le fondateur du concept des fermes à Songhai au Bénin, une agriculture sans pesticides, sans engrais chimiques et avec des rendements supérieurs à l'agriculture intensive. Et donc Godfrey Nzamudjo est reconnu au niveau de l'UNESCO et son modèle d'agriculture a été multiplié à travers le monde par les programmes de l'UNESCO. Donc il nous a fait l'honneur d'être en Guadeloupe et il a visité Saint-Jean-Bosco, nous sommes allés à l'INRAE, nous avons eu la primeur d'une visite du laboratoire Phytobocase du Dr Henri Joseph qui était le parrain de la manifestation. Et nous tenions justement à visiter Marie-Galante, rencontrer les Marie-Galantais et notamment les agriculteurs, les éleveurs. Donc, Peter Strack, c'est un Suisse qui est né dans un tout petit village et qui est maintenant en France depuis plus de 35 ans. Il est ingénieur en informatique et en électronique, entre autres, et il est aussi dans une association pour le dialogue interreligieux. C'est quelqu'un qui a travaillé depuis plus de 40 ans sur les questions d'énergie et donc qui connaît bien tous les tenants et les aboutissants de la question de la transition énergétique. Donc, il nous parlera plus précisément ce soir de la question de la justice, parce que le changement climatique entraîne des changements systémiques, entraîne des modifications dans nos comportements, dans nos modes de vie, de nos modes d'habiter. Et la question de la justice est au cœur parce que, comme il le dit, plus nous augmentons notre richesse, plus nous augmentons nos prisons. Et donc la question de la justice est posée. Vous avez une exposition que vous voyez là. C'est l'exposition qui a été réalisée par le photographe Yann Arthus Bertrand, que vous connaissez certainement. Un de ses ouvrages célèbres, c'était La Terre vue du ciel. Et donc, à travers ces photographies, il témoigne en fait de la beauté de cette planète, mais il témoigne aussi de la perte que nous sommes en train de subir, parce que ces photographies, lorsqu'elles sont prises à des années d'intervalle, eh bien, il n'y a plus les mêmes paysages, il n'y a plus les mêmes configurations, il y a une dégradation inexorable de notre environnement, et justement, c'est un appel à prendre conscience de cette dégradation, et ces photographies ont été sous-titrées par le texte du pape François, Laudato Si, et donc c'est un appel à la conscience humaine pour pouvoir prendre soin de notre chère Terre, chère planète, la Terre. D'abord, un mot de David Dampier, qui est à côté de moi, qui est à ma gauche, et qui est le directeur de l'association Ibis Service. Et ensuite, je donnerai la parole pour quelques minutes à Patrick Ozema, dans le cadre de l'aumônerie. Voilà. David ? Oui, bonsoir à toutes et à tous, et bienvenue donc à cette deuxième soirée de conférence. Alors, je suis invité à vous en dire un peu plus sur notre organisation, qui est quasiment une œuvre, puisque nous intervenons au cœur de l'humain. Nous apportons le soin, nous apportons la bienveillance, j'ai envie de dire s'inquiéter de la situation
de nos habitants, la situation des plus faibles d'entre nous. Puisque un jour ou l'autre, comme diraient les anciens, sans le souhaiter, sans le désirer, mais c'est le cycle de la vie, nous vieillissons, nous maturons et donc nous deviendrons aînés, âgés ou personnes en situation de fragilité. Je suis donc un des directeurs, puisque mon épouse et moi-même, nous avons cofondé, qui s'appelle IBI Service, le partenaire du quotidien. C'est donc une entreprise qui a vu le jour il y a très exactement 13 ans. C'est une aventure que nous avons souhaitée à la faveur d'une situation tout à fait personnelle. Nous avons considéré à l'époque que nous devions apporter une solution dans l'accompagnement des familles, dans l'accompagnement des publics, et je disais en situation d'autonomie, comme vous et moi, mais en situation aussi de perte d'autonomie partielle ou totale, et donc des personnes en handicap. Voilà 13 ans que nous avons, j'allais dire, accumulé de l'expérience, de l'expertise, que nous avons sorti des familles dans la détresse, dans la solitude, dans la dépression, puisque accompagner qui a la maladie d'Alzheimer à un stade relativement avancé, c'est très éprouvant, c'est très difficile. Et cette démarche, en fait, à réfléchir de façon rétroactive dans une conférence, non pas à Rimini-Souta, mais dans un lieu un peu plus près de la mer, avec les près de 50 collaborateurs, donc des accompagnants éducatifs, médico-sociaux, des animateurs, des animatrices, des auxiliaires de vie, mais aussi des cadres. Et à la faveur donc de ces échanges, de ces réflexions que nous avons eues, eh bien, nous sommes dit que nous allions reprendre, j'allais dire, le sens premier en réalité de notre mission, qui est de dire beaucoup trop de personnes sont quasiment dans une forme d'isolement et que ces personnes ne pouvaient plus rester seules chez elles. Non pas parce que parfois les enfants ne veulent pas, mais parce qu'ils ne peuvent pas. Mais aussi parce que du fait de la situation sociologique, économique du pays Guadeloupe, à savoir, même s'il y a un passage, même s'il y a un auxiliaire de vie qui vient à raison peut-être d'une fois, de 3-4 fois toutes les semaines, mais ce n'est pas suffisant puisque la nuit, par exemple, ou la journée, ces gens sont seuls. Et on sait que la solitude aggrave en particulier ce type de pathologie. Beaucoup de demandes pour des gardes de nuit, beaucoup de demandes pour des gardes prolongées en journée. Mais les gens n'ont pas les moyens de se payer un service 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Quelle solution? Alors je me suis dit, un dimanche, avec ma famille, j'ai mis cela sur la table et j'ai commencé à écrire le projet. Des spécialistes pour accompagner ces personnes. Une maison que nous avons appelée partager et accompagner. Puis de l'inclusion, c'est-à-dire impliquer les associations du quartier, les associations du lieu de vie de cette maison, pour en quelque part emmener des projets, mener des projets avec eux. Et après avoir soumis cela aux autorités compétentes, puisque IBI Service est un établissement, j'allais dire, autorisé, d'accord, notre autorité de contrôle et de tarification, c'est le département, et donc nous avons des comptes à rendre, nous sommes régis par un cadre. Donc c'est une initiative privée, c'est une innovation de l'économie sociale et solidaire, et nous avons reçu une centaine de demandes, et nous n'avons que 6 places dans notre maison partagée. Donc, ce sont des équipes pluridisciplinaires, avec un médecin qui a bien voulu nous aider, avec aussi une équipe de soins infirmiers, d'accord? Et donc, c'est une mutualisation que nous avons faite et qui permet aussi à cette structure, de façon économique, de vivre, parce qu'il faut effectivement qu'elle soit solvable.
Donc c'est un projet qui vit et qui fait du bien et qui voire même ramène des gens dans la société au sens où les liens, les relations, le dialogue, les activités, la cuisine partagée, les sorties culturelles, comment dirais-je, et tout ce que l'on fait au quotidien permet à ces personnes eh bien, d'être présents dans la vie avec nous. Et c'est cela, effectivement, une forme de justice, d'équité qui leur est rendue. Merci de m'avoir écouté. Alors, je vous donnerai la parole à Patrick Kozema pour 2 minutes, juste le temps de présenter l'aumônerie. Oui, bonsoir à tous. Voilà, je suis aumônier protestant, mais dans cette salle, il y a des aumôniers catholiques. Il y a aussi des membres du groupement de concertation des prisons, des volontaires qui œuvrent pour le bien-être, pour interpeller sur les conditions de détention des prisonniers en Guadeloupe. Alors, nous, aumôniers, nous sommes habilités à être au plus près des détenus pour leur apporter un soutien spirituel. Nous les rencontrons à l'occasion de réunions de groupes, mais ce qui est d'ailleurs de plus en plus compliqué. Donc nous axons principalement notre mission dans les rencontres individuelles. Nous les rencontrons dans les entretiens individuels, ce qui, je me rends compte que maintenant que ce n'est pas une mauvaise chose. Donc, quelle est la situation de la prison en Guadeloupe? Il y a 2 pôles. Il y a le centre pénitentiaire de Bemao et un centre de détention et une maison d'arrêt pour femmes. Alors, à Bemao, je reviens dessus. Bemao, l'effectif total, c'est à peu près 700, un peu plus de 700 détenus, alors que la prison de Bemao a été conçue pour 500 à peu près. Donc, il y a le phénomène de surpopulation carcérale qui est très criant. Dans des cellules de 9 ou 11 mètres carrés, on peut retrouver 2 matelas au sol. En principe, il y a un matelas, mais maintenant, on peut en trouver 2. C'est-à-dire que par rapport à ce phénomène de surpopulation, si vous passez à côté, vous verrez les grues. Les travaux sont bien avancés puisque il y a des travaux d'extension qui sont très bien avancés. Et d'ailleurs, il y a le CSL, qui est le quartier, le centre de semi-liberté, qui a déjà été transféré dans ces nouveaux bâtiments. Donc, plus de prisons, plus d'enfermement. Donc, nous, dans ces conditions de détention, nous, aumôniers, également, tous ceux qui œuvrent à l'extérieur pour que ces détenus puissent avoir une vie meilleure, eh bien, nous sommes là pour leur apporter notre soutien, pour être une oreille, une écoute, pour échanger avec eux, selon ce que la parole de Dieu, Jésus lui-même nous demande de faire, de ne pas oublier les détenus. Voilà, merci. Maintenant, je laisse toute la place à notre invité, Peter Strack. Oui, bonsoir à tous et à toutes. Je suis encore content de pouvoir être parmi vous ce soir. Et peut-être vous vous posez la question, mais qu'est-ce que c'est ce type bizarre qui est ingénieur et qui parle de la justice? Et la question est tout à fait légitime. Alors, pour vous surprendre, la question de la rareté des ressources qu'on va vivre tôt ou tard, en particulier du pétrole et du gaz, ça c'est quelque chose qui m'a préoccupé depuis ma jeunesse. Mais il y a 15 ans, je commençais à vraiment voir que la justice va avoir des gros problèmes. Parce que si on aura un jour moins de moyens, on aura plus de conflits, mais on aura moins de moyens pour résoudre les conflits. Donc ça a déclenché toute une réflexion chez moi. C'était d'ailleurs le premier sujet que j'ai vraiment traité assez à fond pour voir mais qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme justice qui est compatible avec une société avec moins de moyens et plus de conflits. Donc c'était ça la démarche. Donc vous n'aurez pas le discours d'un juriste ni d'un juge, mais de quelqu'un qui était vraiment préoccupé, un ingénieur qui cherchait une solution, une justice qui pourrait être compatible justement avec un monde qui va venir tôt ou tard. Et je pense en Europe, il viendra encore relativement tôt, comme je vous ai expliqué en détail hier, qu'on aura moins d'énergie, on aura moins de moyens.
Donc voilà un petit peu le programme pour ce soir. On va regarder le système carcéral en France, les chiffres et un peu de contexte. Ensuite, on va voir la notion de la justice chez les Grecs, les Romains et aussi chez saint Thomas d'Aquin. Et à la fin, on va aussi encore voir quelques notions de justice moderne et déterministe. Et après ce moment-là, je voudrais peut-être que vous discutiez un petit peu entre vous. Avant d'aller vers la justice, une autre forme de justice, une qui veut avant tout guérir plutôt que de se venger. Et en dernière étape de cette justice restaurative, on va discuter un peu du pardon. Est-ce que c'est vraiment l'étape ultime de la libération ou c'est tout simplement une utopie? Voilà un peu le programme. Donc, le système carcéral en France. Si on compte le nombre de récidivistes qu'on a après 5 années qui sont sortis de prison, on voit que 30% de ceux qui ont fait un séjour en prison, ils ont récidivé une fois. 5% 2 à 3 fois et 5% plus que 3 fois. Donc, on voit qu'il y a quand même 40% qui retournent encore une fois en prison une fois qu'ils y étaient. Et si on regarde ça un petit peu, après 10 années, après sortie de prison, on voit que 43% retournent, 41% des récidivistes sont socialement isolés et 77% des jeunes de moins de 25 ans récidivent. Donc c'est particulièrement fort chez les jeunes. Et vous voyez, je vous donne toujours un peu les sources. Et d'ailleurs, si vous voulez avoir tous mes PowerPoint, toutes mes conférences que je vais donner là à la Guadeloupe, donnez votre adresse mail à Josué et je vais vous donner accès à toutes mes présentations qui sont sur Internet. Peut-être d'autres chiffres sur le système carcéral. En France, nous avons, et France, je veux dire la France, Guadeloupe, tout le monde contenu. Hein. Pour moi, la France, c'est pas seulement l'Europe. C'est toute la France, c'est 70 000 détenus. En moyenne, un détenu, ça coûte 32 000 € par an, en moyenne. En centre de détention, c'est 35 000. Et en maison centrale, pour des détenus difficiles, c'est 71 000. Et pour un mineur qui est accompagné par des personnes qui doivent l'aider, des psychologues, des psychiatres, peut-être des enseignants, vous voyez, ça fait des sommes importantes. 180 000. Une année d'études dans une école d'ingénieur, ça coûte 25 000. Si on veut faire des économies, il faudrait mettre les détenus dans les écoles d'ingénieurs. Voilà quelques chiffres sur les États-Unis. Vous voyez à gauche la richesse aux États-Unis, comment elle a monté entre 1930 jusqu'en 2019. Donc, la richesse a augmenté, la consommation d'énergie a augmenté de la même manière, et le nombre de personnes en prison a augmenté aussi. C'est quand même drôle que plus qu'on devient riche, plus on a de prisonniers. Quand j'ai vu des chiffres comme ça, j'ai dit, mais il y a quelque chose que je dois approfondir. C'est pourquoi, d'ailleurs, j'ai commencé à réfléchir sur ces questions-là. Les cultures anciennes, ils avaient su limiter les désirs des gens. Par exemple, chez les Hébreux, on avait le 10e commandement qui disait « ne convoitez pas ». Et pour les bouddhistes, on disait que tous les désirs sont mauvais pour le karma. Et on pourrait voir ça chez d'autres. Mais les cultures modernes, nous, on dit il faut avoir un maximum d'envie et désirer tout. Et les publicités nous aident à désirer plus. Et les publicités sont omniprésentes. Et en plus, avec l'intelligence artificielle, ils vont devenir beaucoup plus efficaces pour produire encore plus de désirs. Et après, on peut voir aussi des personnalités qui sont très bien connues, qui tuent l'image de soi chez certaines personnes, comme un copain de Sarkozy qui a dit ceux qui n'ont pas une Rolex à l'âge de 40 ans ont raté leur vie, ou un autre qui dit je traverse la rue et je vous trouve un travail, un chômeur. Vous voyez, ça c'est ce genre de phrase. Si vous transformez ce genre de phrase en mécontentement, et le mécontentement en frustration, et la frustration après en propension à faire un délit, ben, je vous dis, chaque phrase comme ça, à mon avis, ça coûte 10 milliards. Là, vous voyez un peu les statistiques pour les publicités, les dépenses de publicité aux États-Unis. Donc, ça monte comme la richesse et ça monte comme les prisons.
Et les pauvres ont de plus en plus d'insatisfaction et de frustration, une mauvaise image d'eux-mêmes. Et donc, on aggrave tout ce système aussi parce que l'éducation postmoderne, elle privilégie des seuils de frustration très bas. Même les petites frustrations rendent les gens maintenant malheureux et avec le temps délinquants. Je peux vous donner un exemple de ces dérives. Dans les États-Unis, maintenant, ils ont des micro-agressions qui doivent punir parce que les gens ne supportent plus les micro-agressions. Et je vous donne un exemple d'un professeur de l'université de Southern California qui a donné des cours de rhétorique. Et a donné dans ses cours de rhétorique, il a dit aux étudiants, mais ne dites pas toujours un quand vous réfléchissez, comme moi je le fais parfois, ne faites pas ça. Et après, il a donné ces différents bruits en différentes langues. En français, on dit peut-être et en allemand, on dit en, et chez les Chinois, on dit neige. Et ça était déjà une micro-agression pour les étudiants asiatiques. Il a été licencié. Vous voyez, c'est ce que je veux dire. On privilégie des systèmes d'éducation qui ont des seuils de frustration toujours plus bas. Pourquoi? Ça rend les publicités plus efficaces. Et donc, ça fait de la croissance. Mais si on aura moins de moyens, qu'est-ce que vous pensez que ça va faire si les gens seraient de plus en plus frustrés? On peut quand même pas mettre tout le monde en prison. Et après, un autre exutoire, ces problèmes avec les frustrations, c'est que de plus en plus de désespoir. Ça, c'est les statistiques de personnes qui meurent de overdose aux États-Unis. Vous voyez 70 000 personnes qui sont mortes d'une overdose en 2017 en drogue. 70 000 personnes en une année. Ça fait 20 000 de plus que pendant toute la guerre du Vietnam. Et pourquoi ça? Pourquoi est-ce que vous pensez qu'il y a tellement de gens maintenant? On lutte contre ceux qui livrent les drogues, en France aussi, depuis 60 ans, et la consommation ne cesse d'augmenter. Ça montre qu'il y a un problème. 60 millions d'Américains ont des problèmes de santé mentale. Pourquoi? Vous pouvez toujours chercher, j'ai essayé de trouver des études universitaires sur le sujet, je n'ai rien trouvé vraiment qui aurait pu m'aider. Alors là, on va arriver maintenant un peu sur la justice, la notion qu'on trouve chez Platon, parce que j'ai donné cette référence là, parce que elle a une influence dans la culture occidentale. Voilà, je vais vous lire là, un extrait de Platon. L'Achéron est un fleuve partiellement souterrain sur lequel les âmes sont conduites par des bateaux vers un lieu de souffrance des morts pour purifier leur âme. Le dieu de ce lieu de purification par la souffrance s'appelle Hadès. Ceux à qui on accorde un comportement médiocre vont sur l'Achéron et montent les bateaux et se rendent au lac, ce lac souterrain. Là, ils vivent et se purifient, payent leurs fautes et sont pardonnés par la suite. Alors, qu'est-ce qu'on voit là? On voit dans la notion de la justice chez Platon, on doit purifier l'âme, et pour purifier l'âme, il faut souffrir. C'est donc la souffrance qui purifie l'âme, et après, par la souffrance, on peut finalement trouver le pardon. Ça, retenez ça, parce que ça, c'est quelque chose, à mon avis, qui influence notre notion de justice, pas dans le bon sens. Ou encore, Platon, dans le livre des lois, celui qui est si méchant qu'il ne peut plus être guéri par la souffrance mérite la peine de mort. Ça, c'est maintenant Platon chez les Grecs, mais chez les Romains, vous trouvez une toute autre notion de la justice, en particulier chez Sénèque. Et là, il y a un spécialiste sur Sénèque qui a écrit « Sénèque utilise la loi comme un moyen pragmatique pour montrer la bonté. La punition est comparée à la guérison parce que le péché est une maladie de l'âme. » C'est une toute autre notion de la justice. Vous voyez? Sénèque écrit dans De Clementia, l'objectif du prince ne doit pas seulement être de rétablir la santé, mais également de ne pas laisser une plaie néfaste ouverte par le délit ou par le crime. Donc, le problème
disons, le but du prince par la justice, c'est de faire quelque chose pour que les plaies guérissent. La notion de justice après la réforme de saint Thomas d'Aquin, peut-être je peux vous introduire ce sujet d'abord un petit peu. Saint Thomas d'Aquin, il a vécu au XIIIe siècle et quand les peuples de l'Asie centrale qui ont plus tard fait l'Empire ottoman, donc les peuples turcs, ont envahi le Moyen-Orient, il y avait beaucoup de scientifiques qui ont travaillé au Moyen-Orient, en particulier à Bagdad, qui ont fui vers l'Europe. Parce que ces envahisseurs du Moyen-Orient, ils ont tout détruit. Bagdad, c'était la plus grande ville à l'époque dans le monde, qui attirait plein de scientifiques, de chercheurs et d'intellectuels. Ils avaient une vie culturelle très prospère. On appelle ça d'ailleurs l'âge d'or de l'islam, l'âge d'or intellectuel. Et donc, il y a beaucoup de ces personnes qui sont venues vers l'Europe, qui ont fui. Beaucoup d'autres ont été tués. Et ces personnes qui sont venues en Europe, ils ont apporté avec eux les philosophes grecs, en particulier Platon et Aristote. Et donc, en Europe, il a commencé au XIIIe siècle, ou fin XIIIe siècle, XIVe siècle, il y avait plein de personnes qui ont commencé à étudier les philosophes grecs. Et pape Urban IV, il a pensé, d'abord il voulait interdire les philosophes grecs, il a vu que ça marche pas, et après il a demandé à saint Thomas d'Aquin de faire une synthèse. Essayer de faire une synthèse entre la foi chrétienne et les philosophes grecs, et en particulier d'Aristote. Donc, c'est dans ce contexte-là que saint Thomas d'Aquin a écrit. Là, une citation qu'il dit dans Summa Theologica. On demande aux repentants une peine de satisfaction. La passion du Christ ne libère donc pas de la punition. Celui qui pêche après son baptême doit ressembler au Christ souffrant en acceptant un châtiment ou une souffrance. Il faut donc que ceux qui pêchent après le baptême soient configurés au Christ souffrant par une pénalité ou par une souffrance qu'ils subissent en eux-mêmes. Là, on voit de nouveau aussi quelque chose que l'être humain doit souffrir quelque part pour guérir, pour se purifier. Et je pense là, c'est l'idée vraiment des philosophes grecs qui est rentrée dans la foi chrétienne. Parce que jusqu'avant ça, on disait que Jésus-Christ est mort pour tous les péchés de tous les humains. Et si on souffre, c'est pas parce qu'on a fait des péchés. Les péchés ont été pardonnés par Jésus-Christ. Si on souffre, c'est mais bon, parfois dans le monde, il y a tout simplement la souffrance. Il y a des maladies, il y a des gens méchants qui font souffrir, mais c'est pas par là qu'on peut se purifier. Mais vous trouvez cette même notion aussi dans l'islam, en particulier chez les chiites. Là, c'est une cérémonie où les chiites se tapent sur le dos avec soit des chaînes ou avec des cordes pour faire pénitence parce qu'ils avaient abandonné Ali dans une bataille à Kerbala. Donc, il y a tous les ans, les chiites font là une cérémonie pour se punir eux-mêmes pour quelque chose qu'ils ont fait il y a plus de 1000 ans. Donc, cette notion qu'il faut souffrir pour les péchés, c'est répandu. Par exemple, dans l'hindouisme, les gens qui croient à la réincarnation, ils disent, si tu mènes une mauvaise vie maintenant, dans la prochaine vie, tu vas devoir vivre une vie soit d'un crapaud ou peut-être d'un humain qui est très pauvre ou quelque chose. Mais l'idée que, puisqu'on fait du mal, ça doit être rattrapé par la souffrance, c'est quand même une idée qui est très répandue dans toutes les cultures. Mais pas nécessairement partout. Et il y a toujours eu quelques exceptions. Par exemple, on trouve la justice utilitaire qu'on a déjà vue chez Sénéca, chez les Romains, on le trouve aussi chez Beccaria et chez Bentham, deux chercheurs et philosophes britanniques, que l'un a influencé l'autre. Et voilà ce qu'ils disent. Tout crime doit être puni d'une peine proportionnelle au préjudice causé à la société. La peine doit être utile à la société. Là, on voit déjà, on va plus purifier l'âme par la souffrance, la peine doit être utile à la société. Donc, c'est une approche utilitaire de la justice. La punition doit être bénéfique à la société afin que la paix juridique soit rétablie au sein
de la société, qu'on retrouve la paix. Et là, il y a un exemple en Suède. La Suède est un pays protestant, mais il y a quelques monastères catholiques. Et dans un exemple, un monastère accueille des prisonniers qui participent à la vie monastique entre 1 et 30 jours. Et après un séjour dans le monastère, les prisonniers sont plus calmes et l'atmosphère dans la prison s'améliore. Vous voyez, vous pouvez vous imaginer, vous avez des personnes en prison, en général, ils font ça plutôt la dernière ou les dernières 2 années avant qu'ils sortent de prison. On leur donne l'option, s'ils ont envie, ils peuvent passer un peu de temps au monastère. Ça semble assez aberrant, hein? Et pourtant, si vous avez l'approche utilitaire de la justice, et si vous voyez que le résultat est bon, on se pose plus de questions. On voit que les résultats sont bons, donc les prisonniers peuvent aller. Et après, si vous regardez un peu l'histoire de ce monastère, il y a des prisonniers qui sont sortis, qui n'ont plus récidivé, et qui rendent assez régulièrement visite aux moines après. Parce qu'il y a quelque part une relation d'amitié qui s'est créée et qu'ils ont trouvé une paix dans ces monastères qui leur manquait. Donc, si on a une approche vraiment utilitaire, vous pouvez faire des choses très différentes. Si vous pensez il doit être en prison, et même si la cellule est totalement débordée, il va purifier son âme un peu plus vite parce qu'il souffre plus. Vous voyez, c'est pas la même approche, hein. Après, il y a un plus récent, il y a des personnes qui ont une approche de la justice que j'appelle une justice moderne déterministe. C'est des gens qui pensent que l'être humain est une machine biologique programmable et qui n'a pas vraiment de liberté. Voilà ce que Wolf Singer, dans un interview avec la FAZ, a dit. Personne ne peut être différent de ce qu'il est. Les connexions cérébrales déterminent qui nous sommes. Nous devrions cesser de parler de liberté. Ben oui, parce qu'une machine biologique programmable, elle a un programme et elle ne peut pas faire autrement que fonctionner selon son programme. Donc, ça n'a pas beaucoup de sens de parler de liberté et donc pas non plus de mettre quelqu'un en prison. Gerhard Roth, dans un livre et aussi dans un colloque qu'il a fait dans l'université à Francfort, il a dit « Il est clair pour tout expert que Staline et Hitler ne sont pas responsables de leur acte. De toute façon, ils ne pouvaient pas faire autrement, leur programme était fait ainsi. » Vous voyez, vous commencez à comprendre que la justice peut avoir toute une série de notions différentes en fonction de la philosophie qui est derrière. Michel Friedman, qui va dans le même sens, au même colloque, notre droit pénal actuel est un instrument de vengeance inhumaine, déguisé en belles paroles. Nous n'avons pas besoin de vengeance, mais de thérapie. Donc, puisque l'être humain est une machine biologique programmable, il faut trouver des thérapeutes qui changent le programme. Ou si vous voulez, il faudrait fermer les prisons et mettre tout le monde en hôpital psychiatrique. Vous comprenez que la notion de la justice, que ça peut avoir un impact énorme en fonction de ce que vous avez comme notion, surtout dans une société où les tensions montent, et les tensions vont peut-être encore monter plus parce qu'à la fois les moyens qu'on aura vont baisser, les pubs sont de plus efficaces et tout ça. Donc, il faut réfléchir sur cette question de justice. Et d'ailleurs, toutes ces réflexions-là qui m'ont amené à commencer à travailler ce sujet. Là, il y a un tableau que je vais te laisser afficher. Et là, on voit dans ce tableau, il y a la justice et la vengeance divine poursuivent le crime. Ça, c'est le criminel qui a tué quelqu'un. Et là, c'est la justice et la vengeance divine qui poursuivent le crime, parce que la justice est une égalité de souffrance dans un esprit de vengeance. Donc maintenant qu'on a vu toutes ces différentes notions de la justice, je voudrais faire que vous discutez en petits groupes, peut-être 3, 4, 5, 6 personnes, faites les groupes comme vous voulez. On va pas faire un rapport après, rien, c'est seulement pour que vous puissiez un petit peu réfléchir à vous-même. Qu'est-ce qui donne vraiment un sentiment que vous avez vécu la justice une fois que vous avez subi justice? Qu'est-ce qu'il faudrait qu'il se passe pour que vous avez le sentiment que j'ai vécu justice? Bon, vous voyez, c'est un sujet qu'on pourrait discuter toute une soirée.
Et vous comprenez peut-être pourquoi un ingénieur tout d'un coup commençait à s'intéresser à ce sujet. Alors, les motivations d'un procès de justice, en général, on pourrait être résumé comme ça. La motivation de la défense du délinquant, c'est viser la peine minimale en démontrant un manque de maturité de l'accusé et qu'il n'est pas vraiment responsable ou un minimum de responsabilité. La motivation de l'accusation, viser la peine maximale en démontrant la dangerosité de l'accusé et en insistant sur la souffrance de la victime. Et le résultat, c'est on assiste à une lutte entre l'affirmation de l'irresponsabilité d'un côté et le désir de vengeance de l'autre. Pour une justice, à mon avis, on peut mieux faire. Et là, il y a un mot shalom qu'on trouve chez les Hébreux, qui, je pense, est très intéressant pour une réflexion sur la notion de justice. Shalom implique un minimum d'aisance matérielle chez les Hébreux, une bonne santé physique et psychologique dans des conditions de paix politique. Donc, si quelqu'un dit « je vis en shalom », ça veut dire qu'il a ces conditions. Le shalom possède aussi un aspect moral et éthique. Il n'a pas de tromperie, pas de mépris dans les relations humaines et les relations sont droites et directes. Le shalom n'exclut pas le conflit, mais il exclut la haine, l'exploitation et l'oppression. Le shalom définit comment Dieu voudrait que les humains vivent. Donc, cette notion de shalom en hébreu, c'est tout ça dans cette notion. Donc, pour les anciens hébreux, la justice est liée à la notion d'alliance, en particulier d'alliance avec Dieu. Donc, le but est de vivre libre, en paix sociale et politique et sans tricherie. C'est un petit résumé d'un livre que vous voyez là de Peri Yoder. Mais vous me dites, mais le talion chez les Hébreux, œil pour œil, dent pour dent, qu'est-ce que c'est ce truc? N'est-ce pas contraire au shalom? Et là, je crois, il faudrait comprendre que Dieu, d'un côté, c'est comme un prof. Il commence pas au CP avec les équations différentielles. Il commence au CP avec 1 plus 1 égale 2. Et Dieu, avec les humains, il a fait un peu pareil. Il doit nous apprendre certaines choses. Et avant de comprendre que ce sera peut-être quand même pas si mal si on aimait le prochain, ce sera déjà pas mal si on pratiquait un œil pour un œil. Regardez dans les écoles, j'ai entendu moi-même qu'il y a des enfants qui disent « Pourquoi tu me regardes comme ça? Tu veux une baffe ?» On a une baffe pour un regard. Et combien d'exemples dans l'histoire de l'humanité on a? Une explosion de la violence, parce que chacun veut aller toujours un peu plus loin. Et donc, dans un premier temps, œil pour œil, c'est un immense progrès. Je peux vous dire, il y a plein d'exemples comme ça. Il y a un résistant aux Deuxième Guerre mondiale qui a tué un nazi. Les nazis ont tué tout le village. Parce que c'est pas œil pour œil, dent pour dent. Ce que Israël fait aujourd'hui à Gaza, c'est pas œil pour œil, dent pour dent. Ils respectent même pas leur propre loi. Donc, mieux vaut œil pour œil, dent pour dent, qu'une tête pour une dent. Et c'est ça ce que est pratiqué en général chez les humains. Donc, la justice biblique n'est pas théorique, elle se manifeste dans la vie des gens, parce qu'on reconnaît l'arbre à son fruit. Alors, on peut comparer la justice biblique, qui a inspiré la justice restaurative, avec la justice moderne. Donc, la justice moderne, elle recherche en premier lieu le degré de culpabilité, et la justice de Dieu, ou de la justice restaurative, recherche des solutions pour guérir, en particulier guérir les relations. La justice moderne exige le respect des procédures, et la justice biblique recherche une qualité de résultat humain. Le but premier dans la justice moderne, c'est la punition du coupable, et dans la justice biblique, la punition est vue dans un contexte de rachat et de réconciliation. La faute pour la justice moderne consiste au non-respect de règles et de lois, et en France, on a quand même 100 000 articles de loi, donc il y a quelque chose là qui va pas être si facile à respecter. Et pour la justice biblique ou restaurative, la faute consiste en la violation de personnes et de relations. C'est une approche différente. Hein. Et l'État représente la société et se pose formellement en victime des délits. Donc, dans la justice, c'est l'État qui est formellement la victime. Bon, émotionnellement, c'est la victime qui a subi le délit, mais formellement, c'est l'État.
qui est victime. Alors que dans la justice restaurative, les humains et leurs relations sont victimes des délits. Et la justice met une barrière entre victime et offenseur, la justice moderne, alors que la justice restaurative essaie de rapprocher les deux, dans la mesure du possible. La justice restaurative, ça ressemble à la justice traditionnelle des Indiens du Canada, des Maoris de la Nouvelle-Zélande ou des Hébreux pendant la période des juges, avant qu'il y avait des rois. Bon, là, je ne sais pas si j'ai le temps de raconter ça, peut-être en tout bref. Il y a 2 jeunes qui ont été alcoolisés, qui en 1974, pendant toute une nuit, fait un vandalisme assez terrible. Ils ont abîmé 22 propriétés, ils ont fait plein de choses cassées, et ils risquaient que les 2 allaient en prison plusieurs années alors qu'ils étaient encore mineurs. Un travailleur social et un agent de probation sont intervenus auprès du juge pour dire, mais regardez, ne mettez pas ces 2 jeunes-là maintenant en prison parce qu'ils avaient un peu trop bu, ils ont fait tellement de dégâts. Et donc, ils ont été motivés par leur conviction de chrétiens ménonites à la recherche de solutions de réconciliation et de paix. Voilà, ça c'est les faits, les détails. Et donc, ils ont décidé que les 2 jeunes, ils allaient rencontrer les 22 familles. L'approche, c'était, on va regarder comment est-ce que les familles ont ressenti ces vandalismes. Comment est-ce que les jeunes vont réagir quand ils vont rencontrer les familles. Et donc, le juge, au lieu de les condamner à la prison, il les a condamnés à rencontrer les 22 familles. Au moins 2 fois. Donc, la première rencontre, ils ont rencontré les familles, ils ont présenté leurs excuses. Et la deuxième visite, un peu plus tard, ils ont apporté un chèque à chaque famille de $50 en dédommagement pour les choses que les assurances n'ont pas payées. Et les victimes ont ensuite raconté leur expérience et les jeunes et parlent de leur passé familial difficile. Vous voyez, je résume en très bref, mais c'est les victimes ont raconté tous leurs souffrances, leurs émotions, et les jeunes ont trouvé ça tellement difficile à écouter qu'un des jeunes a dit « je préfère aller en prison ». Et les juges, ceux qui les ont accompagnés disent « non, non, tu as été condamné à les rencontrer ». Donc, c'est pas nécessairement plus facile d'écouter ce que les gens ont dit. Mais après, une fois que les 22 familles ont dit tous leurs souffrances, tout d'un coup, ils commençaient à s'intéresser aux 2 jeunes. Mais pourquoi vous avez fait ça? Et donc, on voyait là que commençaient à avoir des relations. Les relations ont pu se rétablir. Et tout le monde, toutes les victimes, les 2 jeunes, les travailleurs sociaux, tout le monde a trouvé cette expérience tellement positive qu'ils ont commencé à la mettre en pratique d'une manière plus systématique. Celui qui a inventé la justice restaurative, il a une fois dû accompagner un jeune qui a fui la maison parce qu'à la maison il y avait trop de violence, en particulier violence verbale, avec un couteau. Quand il n'avait plus rien à manger, il n'avait pas de sous, pas d'argent ni rien, plus rien à manger, il a attaqué une femme pour lui voler son argent. La femme s'est défendue et après il a pris un couteau et il l'a blessé dans l'œil. Et donc, ce avocat de Hovartzer, il a dit, mais il faudrait les mettre dans la prison sur une durée assez limitée. Il faudrait indemniser la victime, indemniser la communauté et la municipalité, mettre en place une relation d'aide pour le jeune et aussi pour la victime, proposer une formation professionnelle et avoir une obligation de séjour dans une structure ouverte. C'est ce que l'avocat a proposé pour le jeune. Mais malgré le regret du jeune, qui a demandé je ne sais pas combien de fois pardon à sa victime, il a été condamné à 85 années de prison, dont 20 années incompressibles. Le juge a dit, il a dit ça tout à la fin du procès, j'espère que pendant ces années en prison, tu perdras les habitudes de comportement qui t'ont conduit à ton acte violent. Et ça, l'avocat a trouvé c'est tellement tragique qu'il a commencé à travailler aussi sur ces questions. Vous pensez, les aumôniers que vous connaissez, est-ce que c'est dans la prison qu'on apprend la non-violence? Mais c'est ce que le juge a pensé, hein. Donc, il a évidemment pas perdu ses habitudes. Il n'a pas appris non plus à être non-violent. Il n'a pas appris à vivre dans la prison, on n'apprend pas la responsabilité.
Et la victime, elle, est toujours posée la question, mais pourquoi ça m'est arrivé? Pourquoi à moi et pas à quelqu'un d'autre? Et pourquoi au moment de l'agression, je lui ai pas donné mon portefeuille? Ça m'aurait évité qu'il m'agresse. Les victimes ont plein de questions. Pourquoi j'ai agi comme j'ai fait depuis l'agression? Parce qu'elle a toujours peur maintenant, elle se retourne partout. Et que faire si cela m'arrive à nouveau? Ça, c'est quelques questions que les victimes se posent. Alors, la justice punitive répond donc à ces questions. Quelle loi a été transgressée? Quelle punition est prévue par la loi? Et quel montant pour l'indemniser du préjudice pour la victime? Et la justice restaurative dit, OK, vous pouvez faire ça, c'est bien, mais en plus, il faudrait voir quels sont les besoins des victimes et des criminels. Quelles sont leurs obligations? Quelles étaient les causes qui ont mené au délit et au crime? Qui est concerné par la situation? Et comment les personnes concernées peuvent-elles s'occuper des causes du délit et réparer les dégâts? Toutes ces questions-là, il faudrait aussi les travailler. Donc, si vous regardez les statistiques sur cette approche de justice, le taux de satisfaction chez les victimes, c'est entre 80 et 90%. Le taux de satisfaction chez les infracteurs ou chez les délinquants, c'est entre 75 et 85%. Et il y a une réduction de récidive de 30%. Donc, la question, finalement, c'est est-ce qu'il est même possible que si quelqu'un était victime, qu'il puisse arriver à pardonner? Et les gens ont pensé, oui, il faudrait apprendre à pardonner parce que c'est vraiment une libération. Mais il faudrait surtout pas que le pardon soit ressenti par la victime comme un devoir. Non, le pardon devrait être un don de Dieu et non pas un fardeau qui est imposé par d'autres humains. De dire à quelqu'un, tu devrais maintenant enfin pardonner, vous lui mettez un fardeau. Ça doit être quelque chose qui vient de l'intérieur. Parce que pardonner, ce n'est pas oublier ce qui est arrivé. Pardonner, on ne demande pas à une mère d'oublier qu'elle a perdu un enfant par la faute d'un chauffard. Donc, pardonner, c'est pas oublier ce qui est arrivé. Pardonner, c'est pas non plus nier la gravité d'un délit ou d'une faute. C'est pas nier une offense, car ce sera vraiment insulter à la fois la victime et l'offenseur. Tout ça, c'est pas pardonner. Pardonner, c'est autre chose. Le pardon fait que l'offenseur et l'offense n'aient plus de pouvoir sur la victime. Elle n'y pense plus tout le temps. Si le chef vous a fait quelque chose de mauvais, vous êtes injuste avec vous, et tous les matins vous levez, vous pensez au chef qui a fait injuste, vous n'êtes pas libre. C'est le chef qui remplit votre tête du matin au soir. À partir du moment où vous arrivez à dire, OK, je pardonne, dans ce cas, vous commencez à être libéré. Le pardon est pour la victime une récupération de l'autorité sur elle-même. Elle a nouveau l'autorité de ses pensées. Elle n'est pas toujours envahie de pensées de quelqu'un qui lui a fait du mal. Le pardon, c'est donc une récupération de l'autorité sur elle-même. Le pardon permet de passer du statut de victime à celui de rescapé. Ça, c'est aussi une transition importante. Parce que tant qu'on est victime, on n'est pas vraiment libéré. Le pardon fait que l'expérience de l'offense devient une partie de la biographie de la victime, une partie du vécu passé, et ce vécu passé est dépassé. Bon, pour que ça marche, cette forme de justice, il y a quand même quelques conditions. L'infracteur accepte la responsabilité du délit et du crime et demande pardon. L'écoute compatissante et le soutien de l'entourage de la victime est essentiel pour la guérison de la mémoire. Donc, si une personne vous raconte pour la 20e fois ce qu'elle a subi, écoutez aussi la 20e fois. La prière et l'Église ont un rôle à jouer pour aider la victime à pardonner et à récupérer l'autorité de sa vie, à se libérer. Alors, vous me dites, est-ce que c'est vraiment un truc trop simple? Vous pensez vraiment que le pardon est trop simple? Vous voyez, j'aime bien les dessins de Schultz, de Linus. Là, c'est Lucie, elle est vraiment fâchée, elle hurle, elle crie et dit, maman, tu as promis une fête d'anniversaire et maintenant tu dis que je ne peux pas en avoir, c'est pas juste. Et le petit dit, mais tu t'y prends vraiment mal. Quoi? Mais plus tu fais de bruit, pire ce sera. Pourquoi ne pas admettre que c'est ta faute que tu n'as pas de fête d'anniversaire? Pourquoi ne pas aller voir maman et lui dire,
maman, je suis désolé. Je reconnais que j'ai été méchante et que tu as eu raison d'annuler ma fête. À partir de maintenant, j'essaierai d'être gentil. C'est bien mieux que de réclamer à corps et à cri. Sinon, tu donnes encore raison à maman. Alors, elle répète, elle dit, je suis désolé maman, je reconnais que j'ai été méchante, que tu as eu raison d'annuler ma fête. À partir de maintenant, j'essaierai d'être gentil. Et là, elle va vers maman et voilà ce qu'elle dit. C'est bien vu. C'est quand même pas si facile que ça. Hein. Bon, pour conclure cet aperçu très rapide, d'ailleurs, vous trouvez, j'ai réédité mon livre avec une série de modifications, mise à jour, qui est maintenant disponible chez Amazon. Là, le premier éditeur là s'est épuisé, donc c'est actuellement disponible chez Amazon. Et il y a un chapitre sur cette approche de la justice, parce que si dans l'avenir, nous aurons moins d'énergie parce qu'on aura moins de pétrole et moins de gaz, on aura moins de machines, et on aura moins de moyens, et avec moins de moyens, on aura aussi moins de prisons, probablement. Il faut arrêter de susciter artificiellement des envies matérielles avec des publicités ou autrement. Il faut éduquer les enfants à une plus grande tolérance aux frustrations. Il faut sortir la justice de la culture de la vengeance et de l'équilibre de la souffrance. Il faut donner une place à la réparation si possible. La justice, c'est avant tout, à mon avis, une place qu'on donne à la réparation. C'est pas toujours possible, mais si c'est possible, il faudrait le faire. Il faut faire connaître les exemples de pays qui vident les prisons en appliquant la justice restaurative. En Suède, il y a tout plein de prisons vidées parce qu'ils ont justement une approche plus utilitaire et une approche de justice restaurative. Et vous savez, Madame Taubira, quand elle était ministre de la Justice, elle allait voir comment ça marche au Canada, la justice restaurative. Et dans notre code pénal, article 10, maintenant, il y a toutes les provisions pour faire la justice restaurative. On peut la pratiquer. Ça existe depuis que Madame Taubira était ministre, et ça fait un moment. Voilà un petit extrait de cet article du code pénal. À l'occasion de toute procédure pénale et à toutes les stades de la procédure, y compris lors de l'exécution de la peine, la victime et l'auteur d'une infraction, sous réserve que les faits aient été reconnus, peuvent se voir proposer une mesure de justice restaurative. C'est dans notre code pénal. C'est malheureusement trop peu connu. Donc, c'est aussi une des raisons pourquoi, je pense, c'est bien de faire connaître tout ça. Alors, merci pour votre attention et là, on peut ouvrir les discussions et le débat. Alors maintenant, c'est à vous, hein, puisque vous avez bien écouté. Maintenant, vous allez prendre la parole. Alors, première question. Merci beaucoup, Monsieur Strack, pour votre exposé. Moi, je souscris pleinement à ce qui vient d'être dit par Frédé, que nous sommes admirables. En tout cas, je le crois que les Antillais, les Guadeloupéens sont admirables. Et en même temps, nous avons quand même quelques défauts au revers de la cuirasse, de notre résilience. Et je voudrais vous interpeller parce que nous sommes une société fracturée, fracturée du fait de notre histoire, et nous sommes une société post-esclavagiste, vous le savez. Comment la justice restaurative pourrait nous aider à guérir des traumas de l'esclavage qui traversent encore et travaillent la société guadeloupéenne? J'en veux pour preuve un ouvrage qui est paru assez récemment où une expérience a été tentée qui paraît assez anodine et banale quand on y réfléchit. Steve Gadet, qui est un afro-descendant, s'assoit pendant plusieurs semaines sous un manguier en Martinique, à Fort-de-France, avec Emmanuel de Rénal, qui est un béquet, et ils ont une conversation, ils essayent de réconcilier, de dialoguer ensemble, rapprocher leurs points de vue, les faire converger. Ça a donné un ouvrage qui s'appelle Dialogue improbable entre un afro-descendant et un béquet, et ça a suscité énormément de polémiques, de controverses. Il y a des gens qui considèrent que c'est pas acceptable de parler aux finalement descendants, aux fils des colons, des bourreaux,
Et notre société n'est pas fracturée uniquement par cette question-là, mais par bien d'autres questions. Comment on va rassembler, fédérer les composantes multiples d'une identité guadeloupéenne plurielle? Comment la justice restaurative peut nous permettre, en tout cas, de sortir de ces traumas qui affectent durablement notre présent? C'est une question vraiment bien difficile. Et si vous posez cette question à un Suisse qui a un arrière-plan tellement différent, c'est vraiment, je dois vous dire, je ne sais pas. Je peux vous dire un petit peu quelque chose de mon expérience. Ça, je peux. Et si éventuellement vous pouvez apprendre quelque chose de prendre quelque chose de cette expérience-là, ça pourrait éventuellement aider, mais je suis pas sûr. Mais honnêtement, là, les quelques jours que j'ai passés avec Josué, j'ai appris tellement de choses qui m'ont bouleversé que tous les jours, il me dit des choses, mais c'est pas possible, qu'il y ait des trucs pareils. Et donc, je dois moi-même encore commencer à digérer tout ce que j'ai entendu. Mais la toute dernière chose, semble-t-il que vous n'avez même pas le droit de faire du vin. Mais c'est complètement hallucinant, ça. Vous voyez, quand j'apprends des trucs comme ça, c'est pas à moi de vous donner un conseil. Mais je peux vous dire, l'expérience de quelque chose qui a les Suisses, qui sont quand même différents peuples. Hein. Il y a 20% qui parlent français, 10% qui parlent italien et 70% qui parlent une sorte d'allemand un peu bizarre. Et ils peuvent pas communiquer entre eux. Avant que j'ai appris le français, quand j'étais à Lausanne, mais j'étais paumé. Je ne parlais pas avec personne, à la limite un peu en anglais, mais mon anglais était à l'époque encore pas trop bon. Donc c'est un pays qui avait tout le potentiel, comme la Belgique, d'avoir des conflits. Alors qu'est-ce qui est différent? Et là aussi, on trouve la même chose que j'ai trouvé chez les Hébreux. Il y avait des tribus différentes qui avaient parfois des histoires familiales assez chargées et ils ont fait une alliance. Et la Suisse, c'est une alliance. Si vous devenez citoyen suisse, moi je suis devenu citoyen suisse à l'âge de 11 ans, vous rentrez officiellement dans une alliance avec les autres. Et vous vous engagez à respecter l'alliance. Chaque Suisse a un fusil automatique d'assaut à la maison dans son armoire, ceux qui ont fait l'armée, avec quelques boîtes de munitions. Pourquoi il n'y a jamais de tuerie? Parce que depuis notre jeunesse, on a appris, on est ensemble dans une alliance et on ne se défend pas soi-même, on défend seulement la communauté. Donc, quand on doit aller apprendre à tirer sur un stand de tir avec les fusils automatiques, en général, c'est adossé à une fête folklorique. Pour que les gens associent le fusil non pas à une défense personnelle, de vengeance ou je ne sais pas quoi, mais à une défense de la communauté. Et c'est comme ça depuis 700 ans. Et donc, je pense, si vous pouvez, parmi vous, je ne sais pas par quel moyen, mais trouver cette idée de rentrer dans une sorte d'alliance pour faire un truc ensemble. On peut se rallier autour d'une charte. Est-ce que vous pouvez faire une charte qui ressemble, que les Guadeloupéens peuvent signer, ceux qui veulent, pour rentrer? Oui, moi je fais partie de cette alliance. Et dans cette alliance, dans la Constitution suisse, c'est écrit, dans la préambule, la force d'un peuple se mesure à la manière qu'il traite les plus faibles de ses membres. Ça, c'est la force d'un peuple. La force d'un peuple, c'est pas le nombre de bombes atomiques, c'est la manière comme il traite les plus faibles de ses membres. Donc voilà, c'est mon expérience qui vient de complètement ailleurs. Je ne peux pas vous donner conseil, mais je peux seulement vous dire que quelque chose qui ailleurs a marché peut-être. Si quelqu'un d'entre vous a l'inspiration en musique ou autrement faire une sorte de charte, une alliance, quelque chose, ou après vous demandez à tous les Guadeloupéens de signer pour qu'ils aient l'impression, oui, nous, on fait partie de cette alliance. Même
si vous après vous travaillez pas ensemble dans la vie courante, mais que vous commencez à développer cette idée, oui, nous voulons faire alliance ensemble. Peut-être ça marche. En tout cas, chez les Hébreux et chez les Suisses, ça marche. Les Suisses 700 ans et chez les Hébreux 300 ans. Merci. Alors, juste un souvenir. En 2011, on avait fait une série de conférences sur la question de la justice. Et nous avions invité Pierre Hazan, qui est un conférencier international, qui a écrit un livre qui s'appelle Juger l'histoire. Et justement, il était question de justice restaurative. Il est allé au Kosovo, au Rwanda et en Afrique du Sud. Et il a vu comment des peuples qui s'étaient entre-déchirés, au Rwanda, il y a eu plus d'1 million de morts à coups de machette, entre gens qui étaient du même peuple, qui parlaient la même langue. La seule différence était sur leur carte d'identité. Les Belges avaient écrit Tutsi et Hutu. Et ils ont fait une commission justice et réconciliation. Même chose au Kosovo, après la guerre de Yougoslavie. Vous aviez les Croates, les Bosniaques et les Serbes qui se sont entretués. Et là aussi, il y a cette question de comment on fait après que les tribunaux aient rendu la justice juridique, comment faire pour vivre ensemble en fait? Parce que les tribunaux ne vous aident pas à vivre ensemble. Ils condamnent les coupables, mais ils ne restaurent pas les victimes. Il y a aussi l'exemple de l'Afrique du Sud, ça a été un exemple extraordinaire, où après, effectivement, la sortie de prison de Nelson Mandela, avec Desmond Tutu, archevêque de Johannesburg, ils ont mis en place ces commissions Justice et Vérité. Et c'était retransmis en direct à la télévision pendant plusieurs semaines, où les gens venaient. Alors le deal, c'était vous avouez vos crimes, vous êtes amnistiés. Et tous ceux qui avaient commis des crimes, qui avaient parfois enterré les cadavres dans des lieux où les familles ne pouvaient pas les retrouver, eh bien, les gens sont venus pour dire, voilà, j'ai tué un tel, il est enterré à tel endroit. Voilà, j'ai tué un tel, etc. Et des blancs et des noirs sont venus dans ces commissions pour pouvoir effectivement avouer leurs crimes. Et ce qui est le plus incroyable, c'est qu'il y a des gens qui ont refusé de venir. Des gens qui ont refusé de venir, c'est-à-dire qu'ils considéraient que ce qu'ils avaient fait était juste. Et donc ils refusaient de venir pour pouvoir justement, en échange de leurs aveux, obtenir une amnistie. Alors je crois que la commission que nous présidons, c'est Justice, Paix et Réconciliation, Agapé. C'est Justice, Paix et Réconciliation. Et lorsque cette commission s'est mise en place, il était question des réparations des crimes de l'esclavage en Guadeloupe. Et il y a effectivement un mouvement qui milite pour les réparations morales, financières de l'esclavage. Et nous, notre positionnement, c'est de dire oui, il faut des réparations, mais il faut aussi qu'on soit capable de se réconcilier. Très souvent dans les colloques qui ont lieu autour de ces questions-là, on voit une seule communauté se déplacer. Ce sont les Noirs, en fait, ou les Indiens, mais très rarement des Békés ou des Blancs pays, puisque en Guadeloupe, il n'y a pas. Mais il y a une communauté qui semble être intéressée parce qu'elle a été victime. Et une autre qui semble ne pas être intéressée parce qu'elle est descendante de ceux qui ont été les bourreaux. Donc je crois que s'il y a un début de solution, c'est effectivement que chaque composant de ce pays, parce que nous avons des Indiens, des Nègres, des Syro-Libanais, des Békés, des Chinois, nous sommes une communauté extrêmement diverse et pourtant nous ne nous faisons pas la guerre, mais il faut un pas de plus. Je crois que la société guadeloupéenne est fragmentée. Nous vivons ensemble, mais nous ne sommes pas encore peuple, vraiment. Et je crois que s'il y a un travail à faire, nous le faisons ce soir, c'est-à-dire en mettant en évidence qu'au-delà de la justice juridique, il y a une justice restaurative, et pour la victime, et pour le coupable. Voilà ce que je peux répondre de mon côté, mais je vous laisse la parole.
Alors, si j'ai bien compris, nous sommes un pays centralisé, la France est un pays centralisé. La question c'est, par rapport à ce pays centralisé, comment faire pour pouvoir appliquer des principes de justice alors que nous n'avons pas forcément le pouvoir de le faire. On n'a pas la main en quelque sorte. On n'a pas le pouvoir, parce que l'institution judiciaire, c'est une institution nationale, et il faudrait que ce soit au niveau national que les choses puissent se passer. Mais pour la justice restaurative, c'est dans le code pénal maintenant en France. Hein. La procédure est possible. Il suffit d'avoir une formation, les gens doivent un peu être formés pour la mettre en pratique, mais tout est prévu depuis plus de 10 ans. Hein. Ça doit faire 15 ans, tout est prévu pour qu'on puisse y aller. Maintenant, même en Suisse, qui est un pays fédéral, et tout petit et fédéral, il y a quand même une seule Cour suprême. Hein. Le droit, c'est aussi le même droit dans partout, dans tout le pays. Bon, après, sur les impôts, il y a un peu quelques particularités locaux que chaque canton peut faire comme il veut avec les impôts, mais la justice, ça se distingue pas tellement de la France. Hein. Et en ce qui concerne le sujet de ce soir, ce qui me manque, c'est plutôt qu'il n'y a pas assez de personnes qui mettent en pratique ce qui est déjà prévu depuis 15 ans. Oui, en fait, on en revient au même problème qu'hier, hein, c'est-à-dire, il y a des choses qui existent, et en tant que citoyens, nous pouvons nous en emparer, nous pouvons faire, comme David Dampier tout à l'heure a montré qu'il a mis en place des structures pour pouvoir venir en aide à des personnes qui sont vieillissantes, en difficulté, etc. C'est une initiative individuelle qui a créé une 50aine d'emplois et qui vient en aide à des personnes qui en ont besoin. Et si effectivement ça existe dans la loi, ça veut dire que chaque citoyen peut effectivement s'en emparer. Et petit à petit, ce qui est intéressant, c'est de voir que quand les citoyens prennent des initiatives, l'État est obligé d'abonder, puisque comme c'est dans la loi, l'État est obligé d'accepter ces formes de responsabilité citoyenne. Donc je crois qu'on est un peu trop timide dans ce domaine-là. Nous avons peur de prendre des initiatives parce qu'on pense toujours que la puissance publique va nous interdire ou va nous empêcher. Mais je crois qu'il faut oser, en fait, prendre des initiatives pour pouvoir créer les conditions d'un changement. Ça veut dire qu'il y a un débat sur le changement institutionnel de la Guadeloupe et beaucoup attendent qu'il y ait un changement institutionnel pour changer les relations entre les gens. Mais je crois que c'est l'inverse qu'il faut faire. Il faut commencer par changer les relations entre nous et le changement institutionnel sera une évidence. Donc il faut commencer par être le changement qu'on veut voir dans le monde. C'est une parole de Martin Luther King. Sois le changement que tu veux voir dans le monde. Donc il faut commencer effectivement à prendre nos responsabilités et à impulser le changement. Et à ce moment-là, on verra que le regard des institutions va changer sur nous. Parce que souvent, les institutions nous prennent pour des assistés et nous prennent pour des gens qui viennent quémander quelque chose, alors qu'en fait, c'est nous qui sommes le peuple. Nous, le peuple. Alors, dans la Constitution américaine, c'est ça, nous, le peuple. Eh bien, nous pouvons dire aussi nous, le peuple. Et si nous disons nous, le peuple, et que nous agissons comme un peuple, véritablement, eh bien, je pense que les choses vont commencer à changer. Et je crois qu'il y a des communautés en Guadeloupe qui ont des possibilités d'agir, des possibilités de faire des choses ensemble, parce que le réseau, ça marche. Le réseau, ça marche. Il y a un exemple tout bête, pendant le Covid, il y a un producteur, un aquaculteur sur Pointe-Noire. Quand il a vu le Covid, plus personne ne pouvait se déplacer. Il a pensé que sa ferme allait péricliter. Et puis, quelque temps après, sur Internet, il y a un groupe Facebook qui s'est créé, Localité. Il y avait 10 000, 20 000, 30 000, 40 000 personnes sur ce groupe. Et tout le monde commandait chez lui du poisson et il n'avait pas assez de poisson pour fournir. C'est-à-dire que les gens ont utilisé un moyen technologique moderne pour se mettre en relation pour pouvoir acheter un produit sain à quelqu'un qui effectivement avait un produit à vendre. Et je crois que là, on a un exemple qu'on n'a pas besoin que l'État nous montre de haut comment on doit faire. Il y a des moyens d'agir qui sont extrêmement efficaces, à condition qu'on croit vraiment qu'on a le pouvoir
entre nos mains, et ce pouvoir-là, eh bien, il faut s'en emparer. Il y a une autre question? Oui, c'est une question de moi-même, directement à Peter Strack. En tant que conférencier, je sais que ça fait 35 ans que vous vivez en France, en tant que Suisse. C'est vrai que dans la Constitution française, il y a effectivement, on peut bénéficier de cette justice restaurative. Mais selon vos observations, est-ce que vous pensez que les moyens en France sont mis en œuvre pour pouvoir avoir accès à cette justice restaurative? C'est vrai, comme l'exemple de Josué, sur le plan individuel, associatif ou en groupe, on peut prendre des initiatives. Mais si l'institution ne va pas dans le sens, à mon avis, donc comment vous voyez l'institution française par rapport à cette justice restaurative? Je vois surtout que il y a encore beaucoup trop de notions. Si je suis un petit peu les procès, après j'écoute ce que les victimes et les délinquants disent à la sortie du procès, je vois qu'il y a encore cette notion de la justice qui doit équilibrer les souffrances. Et tant que ça, c'est vraiment ancré fortement dans le peuple, la justice ne va pas elle-même aller contre ça. Elle a déjà assez de problèmes comme ça, pour fonctionner à peu près correctement comme ça. Je pense pas. Le problème, c'est d'ailleurs une des raisons pour que j'ai fait mes conférences sur le sujet, c'est que les gens se rendent compte, non, la vraie justice, c'est qui marche, c'est qui fait que les gens se sentent mieux. Donc le but, c'est plutôt de réconcilier dans la mesure du possible. Évidemment, c'est pas toujours possible. Ceux qui font des attentats terroristes comme au Bataclan, je pense que la justice restaurative marche pas. Mais ça, c'est pas la majorité des cas quand même. La majorité des cas que je regarde, je lis dans les journaux, je vois qu'il y a des gens, tant qu'ils sont dans cette idée que le juge a seulement bien jugé parce qu'il y a un équilibre de souffrance, la justice va pas bouger. Il faut vraiment que dans la population, il y a ce désir. Et d'ailleurs, dans notre journal local, j'ai lu il y a 2 mois un article, justement 2 personnes qui ont souhaité eux-mêmes rentrer dans cette procédure et la justice tout de suite a suivi. Et c'était après à la une du journal local. J'aimerais entendre Madame Saint-Pré sur ces questions-là, puisqu'elle a quand même une certaine expérience associative. J'ai pas d'expérience particulière, mais c'est vrai que là, en ce moment, on a un projet où on rentre dans un projet de déjudiciarisation des adolescents, en se disant comme quoi qu'il fallait faire quelque chose avant qu'ils aillent en prison, parce que c'est vrai que avec le groupement, on s'occupe beaucoup des gens qui sont à l'intérieur, mais on a vu qu'il y a une dégradation au niveau des adolescents et des jeunes, et on s'est dit que bon, là, il faudrait faire quelque chose. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour que ces jeunes se réapproprient leur territoire d'une manière différente? Mais moi, j'ai une question qui me trotte parce que j'arrive pas dans ma tête à faire la différence entre la justice réparatrice et restauratrice. Voilà. Et j'aimerais bien que vous m'aidiez à faire ce juste... Autant que j'ai lu dans la littérature, c'est presque 2 mots qui sont équivalents. Restaurative ou réparatrice. Réparatrice. Parce que moi, j'ai l'impression que réparatrice, c'est plutôt s'associerait plutôt à la vengeance. Il faudrait qu'on soit réparé, mais est-ce qu'on est réparé ou est-ce que j'arrive pas à faire. Qu'est-ce qui doit être réparé dans la justice restaurative? En tout cas, ce qui doit être réparé, c'est la paix et la relation, autant que possible. Ça, c'est ce qui doit être réparé et pas seulement dans le sens que j'ai fait vengeance, donc je peux vivre en paix. Non, mais que vraiment, l'idée, c'est que la relation aussi entre délinquant et la victime soit rétablie. Parce que nous, en fait, on se posait la question dans le cadre du projet qu'on est en train de mener, c'était à se dire comme quoi que, au lieu de punir directement, c'est de leur demander, rentrer dans ce que vous disiez tout à l'heure, qu'est-ce que tu peux être, comment tu peux devenir utile à ta société et comment tu peux te réapproprier ton territoire au lieu de te l'approprier de façon délinquante et de détruire ton espace de vie.
comment tu peux te le réapproprier et devenir quelqu'un qui porte un projet et comment on peut t'aider dans ce sens-là. Donc, est-ce que c'est de la restaurative ou pas? Comment, à la limite, c'est comment éduquer les enfants pour qu'ils deviennent des adultes responsables. Absolument. Vous savez, j'ai lu, quand j'étais jeune, je crois que ça faisait 2000 pages, et je me souviens de la conclusion du livre. Il a dit, maintenant nous savons lutter contre l'inflation, nous savons lutter contre le chômage, nous savons aller sur la Lune, il a fait une longue liste. Il y a une seule chose que nous ne savons pas, éduquer les enfants pour qu'ils deviennent des adultes responsables. Et c'était il y a un demi-siècle. Donc, mais comment est-ce qu'on peut maintenant des jeunes désœuvrés qui cherchent à s'affirmer en faisant des bêtises? Mais il faudrait que des gens qu'ils puissent recevoir une image d'eux-mêmes qui ne dépend pas seulement de la richesse qu'ils peuvent avoir d'une manière ostentatoire pour montrer aux autres. Là, les enfants, à mon avis, ils font des bêtises comme ça parce que leur image de soi n'est pas bon. Alors, moi, j'avais une question parce que vous avez dit tout à l'heure que chez les enfants, il fallait travailler la frustration. Et ils avaient la limite à la frustration. Comment on travaille ça? Comment on travaille cet objet? Mais par exemple, nos enfants voulaient des Nike, ils n'en ont jamais eu. Des chaussures Nike, ils n'en ont jamais eu. Et quand ils étaient ados, ils nous l'ont reproché, parce que toi, en tant qu'ingénieur, tu pourrais nous payer des Nike. Non, on ne paye pas de Nike. Et après, maintenant qu'ils sont adultes, ils disent, mais vous avez eu raison. Les miens me disent ça. Mais moi, je suis enseignante et je suis d'une classe de 25 élèves et j'ai du mal. Enfin, la frustration, ils ont du mal. Oui. Moi, je veux dire, par exemple, vendredi, je suis sortie de ma classe parce que j'en pouvais plus. J'étais dans les toilettes et j'ai mis mes mains sous le robinet et j'ai dit, mais je vais en tuer un. Ça, c'est un immense problème, justement, cette éducation. Parce que la frustration, ils la supportent pas. Oui. Et ils sont tout le temps dans la provocation. Mais c'est comme ça que le capitalisme financier fait de la croissance. Il faut leur dire, vous êtes victime du capitalisme financier qui veut de la croissance avec des gens qui n'ont pas un seuil de frustration bas, comme ça vous pouvez être mieux manipulé par les pubs. En général, les jeunes n'ont pas trop envie d'entendre ce discours. Hein. Vous êtes victime du capitalisme financier qui peut-être ils abhorrent et vous avez un seuil de frustration tellement bas que vous devenez plus manipulable par les pubs qui aiment entendre ça. En tout cas, moi, je dis ça. Après, je ne sais pas quel effet ça fait. En tout cas, j'ai nos enfants et leurs copains tout autour, là, parce que il y avait plein d'enfants qui viennent toujours jouer sur notre terrain qui est assez grand. Donc, eux se souviennent tous. Hein. Alors, demain soir, donc, le rendez-vous est toujours à Rimini-Souta. Il sera question de santé, d'alimentation, d'agriculture, et tout ça en lien avec la fin des énergies fossiles, voir comment on peut avoir une agriculture décarbonée, comment on peut manger sainement. Alors, on a effectivement un pays qui est merveilleux du point de vue de la richesse agricole, la biodiversité de la Guadeloupe est infiniment plus importante que celle de l'Hexagone. Hein. On a des richesses, mais qui sont en train de disparaître. Et donc, la question, c'est comment chacun, à notre niveau, nous pouvons faire pour pouvoir ralentir cette dégradation qui nous est présentée. Et donc, Peter aura des choses à nous dire sur ces questions-là. Hein. Comment faire dans un monde où notre santé est en jeu, notre alimentation est en jeu, nos ressources sont en jeu. Et je crois que vous serez les ambassadeurs après pour pouvoir justement faire adhérer à cette cause-là nos concitoyens. Alors, je veux dire merci à la municipalité de Pointe-à-Pitre qui nous a accueillis ce soir. Merci à tous ceux qui nous ont soutenus financièrement, moralement, spirituellement pour avoir permis donc ces conférences de commencer. Et donc, nous laissons le dernier mot à Peter. Oui, donc, si vous voulez, toutes ces présentations que j'ai faites, dans ces PowerPoint, si ces présentations vous intéressent,
vous donnez votre adresse mail à Josué, lui, il le mettait sur une feuille et je vais vous renvoyer un accès parce qu'ils sont tous sur Internet. Donc, je vais vous renvoyer un accès que vous pouvez télécharger tous les fichiers de toutes mes conférences.